merci à tous et à toutes d'être venus. Moi, je vais juste faire l'introduction. Alors, juste une petite précision. Vous avez principalement tous vu la communication, je pense, sur Facebook. C'était marqué formation, mais c'est plus une conférence qu'une formation. Après, on va essayer quand même de faire ça un minimum interactif pour que ce soit plus sympa. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser, à lever la main, ou même à poser une question. Il n'y a pas de problème. Ça sera plus intéressant. Histoire de briser un peu la glace, on va faire, je pense que ça va déranger certains, mais on va faire un petit tour de table, chacun va se présenter rapidement qui il est. Je vais le faire, et puis après, pendant le fera et tout le monde le fera, juste histoire qu'on sache. Alors, on va essayer de retenir les prénoms, mais bon, on n'est pas les meilleurs pour les prénoms. Petite précision, tout sera en français. Moi, je parle pas arabe et lui non plus. Par contre, n'hésitez pas si ça va trop vite. Notamment lui, je sais qu'il parle vite. N'hésitez pas si ça va trop vite, dites-le, qu'il répète plus lentement, il n'y a aucun souci. L'idée, c'est pas qu'il fasse un truc où il parle tellement vite qu'on nous comprenne, vous perdrez votre temps et on perd notre temps aussi, donc c'est pas intéressant. Donc, je vais commencer par me présenter, je m'appelle Rudy Baer. Vas-y, dépêche-toi. Je m'appelle Rudy Baer, je suis développeur de formation. Maintenant, je suis CTO dans une boîte qui s'appelle Le Vert Studio, qui est ma société. On est une dizaine, on a 7 ou 8 développeurs, on est basé en France en fait. On travaille en France et là, on travaille actuellement avec Amine qui se présentera après, qui travaille d'ici en Tunisie. Donc c'est pour ça qu'on est venu le voir pour travailler avec lui. Et on a proposé à Sonia aussi de faire cette conférence en disant que ça pouvait intéresser du monde. Voilà. Du coup, moi c'est Ronan, donc je travaille aussi au Vert Studio. J'ai une formation de dev aussi. Voilà. C'était plus orienté back, je me suis plus tourné vers front tout seul et du coup ça m'a plu, j'ai continué dessus. C'est bien. Toi, tu vas parler De toute manière, vous aurez marre. Bien. En fait, voilà, l'idée de cette, on l'a fait comment d'ailleurs? Un meet-up? Ouais, c'est ça? Voilà. L'idée de cette conférence ou bien de ce meet-up, c'est que voilà, c'est eux qui ont, c'est-à-dire présenté l'initiative de la faire gratuitement, bénévolement. Et c'était un coup de hasard parce que au départ, c'était Rudy qui était là au mois de janvier et avec un petit contact avec Amine, voilà. Maintenant, c'est leur collaborateur en fait, leur collaborateur à la boîte. Et pendant cette période, c'est-à-dire cette occasion-là, quand ils avaient besoin de venir travailler avec Amine, donc c'était voilà l'occasion d'offrir ce meet-up gratuitement. C'est une très bonne initiative et qu'on aimerait bien, dans le futur, on va dire, organiser peut-être des choses plus intéressantes, plus importantes et de prendre ampleur. Voilà, donc ma formation, elle n'est pas du tout l'informatique, je suis pas du tout développeur, loin de là. Donc même votre langage, je ne comprends pas trop. Mais je suis très contente qu'il y a assez de gens présents. Sur le formulaire d'inscription, on avait plus que 40 qui se sont inscrits pour cette formation-là. C'est très intéressant, mais malheureusement, comme c'était juste programmé pour 2 heures, donc des gens qui se sont inscrits de Tunis ou bien de Tataouine, bien de voilà des villes un peu lointaines, donc ils peuvent pas se déplacer pour juste 2 heures. Mais cela nous donne déjà l'idée d'organiser des choses plus, c'est-à-dire plus intéressant, on va dire, et plus dense en matière dans le futur, quoi. Voilà, vous êtes toujours les bienvenus. On est content d'organiser des choses pareilles à Cozy, puis voilà, je vous souhaite bon courage. Allez, à toutes. Merci Sonia, merci à Cozy de nous accueillir. Là, c'est bien, 20 personnes pour une première. Nous, il faut savoir que c'est des choses qu'on fait aussi à Rouen, dans notre ville, d'organiser des conférences. Et on organise une fois par mois et on a... alors quand on a beaucoup de monde, on a 60 personnes et des fois on a 5-10 personnes. Donc là, 20 personnes, c'est plutôt un bon truc. Voilà. Et en plus, pour une première, c'est bien. Et l'idée, c'est pour ça que ce serait important aussi après que vous me donniez votre feedback. L'idée, c'est de réunir un peu du monde et de voir ce qui pourrait intéresser les gens. Moi, je suis pas forcément là tout le temps, mais Amine, il est là plus souvent. Donc, et c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous-même organiser. Et si vous avez besoin d'aide ou de conseils, de comment ça se passe, moi, je suis toujours joignable. Donc, vas-y, à toi de te présenter maintenant. Rappel au concert.
ingénieur en télécom informatique. Je travaille au boîte Netflix, ici à Java. Vous êtes le bienvenu. Merci. Alors, Samuel, bon, je suis cofondateur et CTO de la boîte Netflix. Donc, on travaille ensemble. Donc, nous sommes dans le domaine de l'IT, forcément dans le développement mobile et web. Hein. Donc, on travaille sur plusieurs technologies. Toujours, ça dépend des besoins du client. Voilà. Adel Youssi, développeur web mobile. Je suis le fondateur de Unisoft Technology. Wissam Gourbi, propriétaire de la société ZenoWeb spécialisée dans le web, création de sites web et spécialement dans les complexités. Ok. Mohamed El Kejmal, je suis un développeur front, je travaille pour une boîte en France. Ici, je travaille à distance. Je fais de l'intégration web et petit à petit maintenant je fais du développement front utilisant. Ok. Samuel Boussou, 25 ans, je suis un développeur web. Je travaille avec la framework Vue.js. J'aime découvrir. La conférence aurait pu s'appeler Angular versus React versus Vue.js. C'est les trois frameworks du moment. Je m'appelle Maïm Ben Saïd, je suis encore étudiante. Je prépare actuellement mon projet de fin d'études. Je développe avec Angular et Spring Boot. Brice Fakir, un étudiant en deuxième année de développement système d'information au sein de l'Institut supérieur des études technologiques de Java et merci beaucoup pour cette formation. Pardon, on n'a pas encore fait, mais c'est ce que tu veux dire. Eugène Nadi, étudiant première année de licence informatique. Je n'ai pas une grande connaissance à propos de la React. Cela pour voir une idée. Ok. Eugène Edelm, un étudiant en deuxième année informatique appliquée à la gestion. Hamda Wali, responsable produit chez la société d'algorithme, architecte système et développeur. Je m'appelle Achal Boumsoul, je suis un étudiant en première année master informatique à l'UNISEF de Java. Hazm Fawari, data ingénieur chez Tango. Tahir Yassine, je suis un étudiant en première année master. ingénieur informatique chez Internet Web Bourget Lahab, étudiante en cycle informatique. Actuellement, stagiaire en web développement et moi, Rosalie, ingénieur informatique. Ingénieur informatique, je suis en web développement ici à Genève. Aussi, Milady, étudiant première année ingénieur. D'accord. Hamid Zeraoui, je suis collaborateur avec Rodi et Roland. Je suis développeur pour Slack, Java Angular. Et les deux dernières? Nous, on a un terme à voir avec le développement et on est juste Pour l'entreprise pédagogique. Ok. C'est bien de mettre des options de la vie. Non mais voilà. Ok, bah merci à tout le monde d'avoir joué le jeu. Comme ça permet au moins de briser un peu la glace. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que déjà, on est à peu près sur la bonne population, puisque la plupart sont dans l'informatique. J'avais un peu peur quand même que ce soit déjà devenu par curiosité, mais non, visiblement, c'est le bon public. Nous, quand on organise, c'est pareil, on a moitié, on a même plus d'ingénieurs que d'étudiants. Généralement, c'est ça, c'est moitié étudiants, moitié ingénieurs, donc c'est parfait. Voilà, je vais laisser la parole à Ronan. Alors, comme je répète, si jamais il parle trop vite ou vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, on va juste attendre 5 minutes parce que je crois qu'on a 4. Bonjour. Du coup, tu peux te présenter. Moi, oui, rapidement. D'accord, je me présente, je suis Frédéric Bourras, professeur de la CDL des facteurs. Je suis intéressé par votre formation et je suis ici par ma étude. Ok. Ok.
À toi. Je veux juste te présenter, dire qui vous êtes. Ouais. Au niveau chaise, on va être très bien. Donc pour ceux qui sont arrivés en dernier, je précise, c'est dans la communication, il y avait une petite erreur, c'est pas une formation, c'est plus une conférence. On va le faire un peu de manière interactive, c'est-à-dire que Ronan il va présenter. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à poser la question. Je répète encore une fois, il parle vite, donc si il parle trop vite, n'hésitez pas à lui dire de ralentir ou à lui demander de répéter la phrase, et que ce soit fluide, il n'y a aucun souci. Ok? Non, c'est à toi, Ronan. Ok, dernier sorti. Alors, bon, bah, bonjour à tous. C'est cool que vous soyez autant. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. On lui avait dit 3 ou 4 personnes. Voilà. Moi, je le répète toujours, c'est 3 personnes. Ah, c'est ça. Oui, un petit peu la pression, du coup, mais ça va bien se passer. Donc, je suis là pour vous parler de Angular versus React, les pour et les contre de chaque outil. Voilà. Est-ce que tout le monde connaît Angular et React ou pas? C'est savoir comment j'en parle. Qui ne connaît pas Angular? Ok. Qui ne connaît pas React? D'accord, ok. Il n'y a pas de compte, hein, c'est pas grave. Ok. Je vais passer cette slide, mais en gros, voilà, on vient d'Uber Studio, un studio en France. Voilà, donc l'idée c'est qu'on a plein de petits clients et du coup on utilise plein de technos pour s'adapter à leurs besoins. Voilà. Et j'aime bien tester plein de technos et c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Si jamais je parle pas assez fort, tout le monde m'entend. Okay. C'est bon. Vas-y. Ok, alors on va commencer par Angular. Donc Angular, pour ceux qui ne le connaissent pas, du coup, c'est un framework qui a été créé par Google en 2016. Et là où j'insiste, c'est qu'il ne faut pas confondre avec AngularJS, qui est vraiment son prédécesseur. AngularJS, on peut considérer ça comme la version 1.0 en fait de ce qui existe aujourd'hui. En gros, ils ont tout réécrit avec la version actuelle qui s'appelle Angular Coco en fait. Donc quand on parle d'Angular, c'est la version de la nouvelle. AngularJS, c'est l'ancienne. Et à titre indicatif, donc ça c'est un projet quand même assez connu, c'est qu'il y a plus de 47 000 étoiles sur GitHub. Alors Angular, comment ils se décrivent? Ils se décrivent comme étant un framework en fait qui permet de faire du mobile et des sites. Donc ils veulent vraiment toucher à tout et fournir tout ce qu'il faut pour continuer. Et donc c'est important, c'est le terme framework. Hop. Excusez-moi. Pour le coup, framework, en fait, selon un titre que j'ai compris sur Wikipédia, en gros, ce qui se passe avec un framework, c'est que si vous vous adaptez au framework, il va vous fournir plein d'outils pour commencer. L'idée, c'est que derrière, en fait, vous n'avez rien à utiliser à côté. On utilise Angular, on a besoin de rien d'autre, c'est faire un projet de A à Z, en fait. Et c'est vers ça qu'ils veulent tendre. Dans cette version, en fait, ils sont basés sur les web components. Est-ce que les web components, ça parle à du monde? Pas du tout. Qui connaît les web components? Ouais. Ok. Bon, un petit résumé vite fait du coup. Les web components, en fait, donc c'est vraiment une technologie liée à HTML, HTML5, en fait, c'est arrivé il y a un petit bout de temps maintenant quand même. Pas trop décollé, mais l'idée, en fait, c'est que, donc là, j'ai mis un exemple. En gros, ça vous permet d'encapsuler du comportement au sein d'un attribut. Par exemple, on pourrait dire que vidéo, c'est un web component. Dans le sens où, au final, dès que vous mettez vidéo avec une source vidéo dedans, vous avez déjà le bouton qui fait play pause, le comportement associé, vous pouvez aller cliquer là, il va vous mettre au bon endroit dans la vidéo, etc. Alors que tout ça, vous ne voyez pas en fait. Un web component, c'est ça en fait. C'est vraiment une abstraction en fait au niveau du HTML. Et du comportement JS. Et de la footer. C'est tout simplement les balises id. Ouais, c'est ça, voilà, par exemple. Et en gros, du coup, Angular se base vraiment là-dessus et vous encourage à faire des composants où vous mettez toute votre logique dans le composant et vous donnez à disposition via des attributs, donc par exemple weight, control, via des attributs, vous avez ces points d'accès pour paramétrer le composant. Voilà. Ça c'est vraiment la grosse logique autour d'Angular.
je répète, hein, si jamais je parle trop vite, n'hésitez pas. Et si vous n'entendez pas, dites-le aussi. Hop. Ensuite, Angular vient avec ce qu'on appelle les modules. Donc ça, c'était aussi présent dans AngularJS pour ceux qu'on a un peu fait. L'idée, c'est que vous pouvez injecter des sortes de dépendances, des services, un service qui vous permet de faire des requêtes via un site web, un service qui va vous permettre, je sais pas, un truc que vous avez développé vous-même, ou d'intégrer des composants pour les partager dans différentes pages. Voilà. Donc Angular, c'est vraiment basé là-dessus aussi. Vous déclarez des modules, en fait. Un module, ça va être un ensemble de composants, un ensemble de pages, un ensemble de fonctionnements, en fait. Voilà. Ça va jusque-là. Hop là, donc la syntaxe pour déclarer un module, c'est vraiment le point d'entrée en fait d'une page, par exemple en Angular, ça va se faire de cette manière-là. Je vous montrerai un exemple un peu plus parlant où pour le coup, tout le monde est familier avec la syntaxe TypeScript. Ouais, c'est bon, ok. Donc du coup en fait c'est juste une classe pour le coup, qu'on a juste décoré avec un décorateur dans lequel on a paramétré, on a dit j'ai mon composant MyComponent qui existe. Je vais utiliser ce service-là qui, par exemple, me permet de faire des requêtes HTTP. Je veux le rendre disponible à d'autres modules, au cas où. Si jamais ça, je l'avais pas mis, il exporte mon composant qui est déclaré ici. Tout le monde voit, ouais. J'aurais pas pu l'utiliser dans un autre module. Voilà. Donc c'est des petites nuances sympas à savoir. Et en gros, le point d'entrée de ce module, c'est ce composant-là. Voilà. C'est vraiment un module très basique, très simple. Ça peut vite devenir assez verbeux. Hop. Ensuite, donc, ce qui est intéressant avec Angular, c'est tout le côté template en fait. Angular va apporter vraiment une autre fonctionnalité au niveau du HTML qui va vous permettre en fait de faire des boucles, du traitement avec des conditions, de l'interpolation de variables. Ils sont extensions. Les imports sont. Ouais, il n'y a pas tous les imports. Non, les imports, il ne faut pas mettre des extensions .ts. Ouais, ça a changé. Alors en fait, oui, donc ces slides-là, en fait, je les avais déjà présentés il y a un petit bout de temps. C'est vrai, il y a eu des évolutions pour le coup, et même le chemin ne doit pas être bon non plus là. Donc on peut mettre directement un motif au projet. C'est ça. Ah ouais. Ok. Je suis pas méga à jour sur les slides. Donc là, en gros, c'est comment, si vous coupez l'import, c'est comment on va déclarer un composant réel. Donc par composant, par exemple, là ici, ce qu'on va afficher, ça va juste être une div avec en titre un titre qui s'appelle myComponent, et à l'intérieur, en fait, un paragraphe qui dit my name is, et une variable qui sera interpolée. Voilà. Donc l'interpolation en Angular, c'est vraiment avec les doubles brackets, et vous mettez une variable qui correspond au niveau de votre classe, en fait, à un attribut qui était déclaré. Et lui, tout seul, il est capable de savoir, en fait, quoi afficher à partir de là. Et si jamais cette variable-là n'est pas définie, par défaut, il ne l'affiche pas. Ça, c'est intéressant quand on charge des données sur un backend, et qu'on les a pas encore reçues. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne va pas casser en fait. Donc même principe que les modules, votre composant au final, c'est juste une classe dans laquelle vous avez défini des propriétés. Donc là j'ai une variable username, des points d'entrée, input, qui vont correspondre en fait à des attributs au niveau de votre component. Si on reprend l'exemple de la vidéo, mon input, j'aurais eu with, 8, au controls. Et des outputs, donc pour le coup, qui correspondent aux events que votre composant peut émettre. Donc si je prends un input basique, un petit texte, ça va être le unchange, le unblur, ou des trucs de ce type-là. On va définir des customs en fait. Voilà. Le constructeur, donc la normale pour une classe, le gros intérêt par rapport au module, ça va être ça. À partir de ça, en fait, on n'est pas obligé de lui fournir et d'instancier le composant nous-mêmes en fait. C'est-à-dire que le service que j'avais déclaré dans le module avant, Angular va être capable de me le fournir à partir du type qui a été fourni ici, qui a été écrit. C'est pas très clair. Si, bon, c'est bon. C'est ce qu'on appelle l'injection de dépendance, pour ceux qui connaissent pas du coup. Et dans les composants, on a ce qu'on appelle des cycles de vie. C'est-à-dire quand le composant arrive sur la page, et quand est-ce qu'il y a des changements, et quand il quitte la page. C'est ce qui va nous permettre, donc, par exemple là dans le onInit, c'est-à-dire mon composant vient de s'afficher, et je veux que dès qu'il est affiché, qu'il a fini d'afficher le template qui est ici. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va requêter la boucle GitHub. Hop. Je vais récupérer des infos sur GitHub, remplir la variable username, et là, automatiquement, en fait, une fois qu'il y a une affectation à la variable, il va changer le template qui est ici et modifier la valeur tel qu'il faut. Voilà. Ce qu'on appelle le two-way data binding. C'est-à-dire qu'en gros, donc là, c'est que dans un sens, j'ai modifié mon modèle,
Et Angular a été capable de l'adapter côté front en fait tout seul. Voilà. C'est aussi valable avec. C'est aussi valable dans l'autre sens. Vous le trouvez data binding. C'est si jamais j'ai un input, j'ai deux exemples après. Et si je modifie la valeur à l'intérieur, il va automatiquement modifier en fait mon modèle dans le code. Ce qui fait qu'en fait on a quasiment juste le branchement à faire. Et après tout marche tout seul. Mis à part 2-3 cas particuliers. Pour les composants, du coup, c'est bon? Ça va? Ouais. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, allez-y. C'est un truc que j'ai pas précisé là, c'est qu'on a le template. Donc là, pour le coup, il va afficher ça. Mais comment je dis affiche-moi ce composant-là? En fait, il va créer ce que j'appelle un tag, ça va être H1, body, head, footer et tous les trucs-là. Et là, j'en ai créé un custom qui s'appelle myComponent, que je peux réutiliser après, et qui lui va afficher en fait dans le code son ordinateur. Il y a ce qu'on appelle aussi donc plusieurs directives. Les directives en fait, je vais pas parler. Alors les directives, pour ceux qui viennent du monde d'AngularJS, avec Angular, du coup la nouvelle version c'est TypeScript, c'est plus du tout la même chose. Ce qu'on appelle une directive en AngularJS, c'est le composant d'entrant d'Angular. Et une directive en Angular court, du coup, c'est vraiment tous ces petits trucs-là. Le ngDiff va vous permettre, en fait, à partir d'une variable de votre composant, de dire si oui ou non on affiche en fait tout ce bout-là. Donc là, si isVisible il vaut true, alors mon input sera visible. Si isVisible il false, il sera visible. Ça déjà, juste avec ça, vous pouvez déjà conditionner en fait l'apparition ou pas d'un morceau de code. La name, c'est un attribut normal pour le coup. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, l'interpolation, on n'est pas obligé de la faire qu'au niveau de la valeur d'un tag, et on peut aussi le faire au niveau des attributs. Voilà. Il y a une autre manière de le faire qui était équivalente. J'aurais pu mettre à la place de disable name entre crochets, et là il aura interprété isLoading comme étant une variable en fait, et il l'aurait passé dans le name. Donc, pour le coup là, j'ai mon disable. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va voir si isLoading il est true ou false, et mettre le composant disable ou pas par rapport à cette variable. Voilà. Donc là, c'est juste deux syntaxes qui permettent de faire la même chose. Donc vous choisissez laquelle vous pouvez faire les pas. Je vous ai parlé de two-way data binding tout à l'heure. Donc ça va être grâce au ngModel qu'on va pouvoir faire ça. ngModel, en fait, vous lui passez une variable. Donc là, admettons, j'ai marqué le modèle.value, mais si on reprend l'exemple d'avant, si je mettais username, hop, dans mon input, ici. En gros, si je modifie le code de mon input, il va modifier la variable username dans le code. Et si dans le code, en fait, je mets à jour la variable username, mon input va se mettre à jour automatiquement aussi. Et ça, c'est juste grâce à cette ligne-là. Voilà. Juste avec ça, ça suffit. Et je vous ai aussi parlé d'événements. En Angular, pour traiter un événement, il associe une fonction de votre composant. On le fait de cette manière-là. Par exemple, sur input, j'ai un événement unchanged que je veux tester. Je le mets entre parenthèses. Et là, Angular, avec les parenthèses, va détecter que ça, c'est un événement. Ça va attribuer un événement, en fait. Et du coup, à chaque fois qu'il est émis par le composant, il va exécuter la fonction handleUnchanged, qui est présente, en fait, dans le fichier du composant associé. Voilà. Et on peut lui passer en paramètre l'événement natif du DOM qui est rempli. Grâce avec $input. Donc ça, c'est pas une variable. C'est vraiment si vous voulez récupérer tout ce qui est target, name. Voilà. Juste un truc que j'ai oublié de dire, c'est que le template, vous n'êtes pas obligé de le mettre forcément à ce niveau-là. Vous pouvez avoir un fichier justement qui correspond à la logique de votre composant, donc le fichier, on va dire .test, .script, et qu'on appelle le modèle en fait, et le template associé. La seule chose de différence, c'est que là, au lieu d'avoir template, vous aurez template URL, et vous passez le chemin vers le fichier template. Voilà. C'est la seule différence qu'il y a. Le contenu reste le même après. Pas de questions jusque-là. Hop là. Un autre truc intéressant avec Angular, c'est que de base, en fait, il va vous fournir un client HTTP. Souvent, beaucoup de cas, vous allez faire des web apps,
Et si elle communique pas en fait via un backend, ça ne veut pas chercher des infos à droite à gauche, c'est un peu une app un peu morte en fait, c'est du statique quoi. Donc ça, vous allez forcément en avoir besoin un jour ou l'autre. Et Angular le fournit. Et en fait, depuis le fournit. Donc pour ça, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un service. Donc un service, ça va être un bout d'une classe, encore JavaScript, qui va pas faire de rendu pour le coup. Nous, ce qu'on veut, c'est juste de la logique, aller chercher des infos quelque part. Et en fait, on veut rendre ce service-là en fait accessible dans toute l'application. Le but, c'est d'avoir une seule instance. Voilà. Et on fait ça avec le @inject au-dessus de la classe. Alors, Angular fonctionne beaucoup avec les décorateurs. C'est que des classes, et avec un décorateur, il va être capable de dire si c'est un composant, un module ou un service. Voilà. Donc là, juste avec le @inject, il est capable de savoir que c'est un service et qu'il peut le récupérer dans un constructeur pour l'utiliser. Donc ce qui se passe, c'est qu'un service peut aussi utiliser d'autres services. Donc pour le coup, là, moi j'ai mon service à moi qui veut aller chercher des informations sur GitHub. Et pour faire ça, en fait, j'ai besoin du HTTP client, donc celui-là, qui vient d'Angular. Celui-là, il est fourni par Angular, en fait. Donc là, juste à mettre cette ligne-là, il va être capable d'aller me chercher et de me donner. Et je peux l'utiliser directement avec mes méthodes. Voilà. Donc là, j'ai juste construit, je vais pas vraiment rentrer dans les détails. Ce qui se passe, c'est que j'avais besoin d'un access token par rapport à GitHub. Donc je construis en gros l'URL qui va permettre d'aller chercher ces infos-là. Et j'utilise mon service HTTP qui me permet de faire une requête à GitHub en get. Je lui passe l'URL, les paramètres que j'ai définis dessus. Alors sur l'ancienne version, on était obligé de mapper le résultat en visual. Maintenant, je crois que c'est plus obligatoire, si je ne me trompe pas. C'est pas. Non, je pensais. Mais voilà, il faut savoir que je crois que c'est plus nécessaire de faire cette partie. Par défaut, en fait, il faut renvoyer avant l'objet response, vous n'avez pas forcément le résultat directement, en fait. C'est pour ça. C'est ça. Ouais, c'est pas nous. C'est pas grave. À vérifier. Ouais. Et l'idée, c'est que ce bout de code-là, si je reviens sur l'exemple d'avant, dans mon composant, hop, je vais récupérer ici, grâce au inject, et je l'ai utilisé ici, mon service. Donc là, la méthode que j'avais déclarée, getGitHub Authenticated User, dans laquelle j'ai passé le token que je voulais. Et lui, en fait, il m'a renvoyé, donc je subscribe, voilà, je vais en parler après. Il m'a renvoyé les résultats et j'utilise pour mettre à jour, en fait, ma variable. Voilà. Donc c'est pas méga compliqué. Le seul truc à penser, c'est que le @inject, il n'y a pas que lui qui va faire en sorte que vous puissiez le mettre dans le constructeur. Il faut aussi que vous le déclariez au niveau du module. Si votre module, hop, ce fichier-là, n'est pas au courant qu'il y a des services, il ne saura pas les injecter. Voilà. Donc vous avez juste à dire, en gros, je mets une classe, je mets @inject dessus, je mets mon comportement que je veux dedans, je la renseigne hop, dans la clé service de mon module, de ma page, et après là, je peux l'utiliser dans mon composant de ce module. Voilà. C'est clair? Ouais. Donc là, pour le coup, on a fait de A à Z un composant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comment on fait en sorte que justement ça affiche sur le HTML mon composant? L'idée, c'est que dans un fichier JS qui lui sera chargé, on va dire, on va charger le platform browser dynamique. En gros, on va lui dire, je compile sur navigateur. Et en gros, mon module d'entrée justement de mon application, c'est le module que j'ai défini juste avant, qui lui a un entry point, qui peut afficher une page, etc., etc. Et là, tout l'affichage se fait. Voilà. Et après, donc du coup, ce que je vous avais parlé, j'avais déclaré mon composant tout à l'heure avec myComponent en sélecteur. Dans mon HTML, je l'utilise de cette manière-là. Voilà. Et là, à partir de ça, en fait, il est capable de construire votre page. Donc là, c'est vraiment un exemple très très simple. L'idée, c'est qu'en fait, vous allez construire plein de composants de cette manière-là, avec myComponent, les paramétrer, les réutiliser à droite à gauche, en fait, et construire vos pages comme ça. Par exemple, un composant header qui contient votre header custom pour votre application. Je sais pas, mettons, vous faites des cards ou des choses de ce type-là, vous avez un composant card, donc là, vous pouvez renseigner un title ou des choses de ce type-là. Ça va jusque-là? Ok. Donc, du coup, je vais expliquer un petit peu les directives. Les directives, à savoir, donc, les celles fournies par Angular, mais vous pouvez aussi créer des custom directives, les vôtres. L'idée, c'est qu'en gros, une directive, vous allez lui associer un sélecteur CSS. Sélecteur CSS, vous voyez ce que c'est? Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est? Non? Ah bah, ok.
Donc voilà, donc via en fait un sélecteur CSS, vous pouvez cibler les composants et lui attribuer une directive. Par exemple, je sais pas, sur un texte, dès qu'il voit data highlight sur un élément, alors je peux lui dire, bah, ça tu le passes tu le fais comme s'il était surligné avec du CSS. Voilà. Ça avec une directive, c'est possible. Il y a aussi, je ne vous ai pas présenté là, mais on peut faire du routing. Dans votre app, en général, vous n'avez pas qu'une seule page, ou alors ça devient vite très très galère à gérer. Il y a ce qu'on appelle le routing. Angular fournit des composants pour gérer vos routes de manière basique, en écrivant les routes sur le composant, et de manière plus poussée aussi en faisant du lazy loading, c'est-à-dire qu'il va charger les composants à la demande. Et là, le côté intéressant de ce truc-là, en fait, c'est que vous n'êtes pas obligé de charger toute l'application au début, ce qui peut prendre un petit peu de temps. C'est que vous allez charger petit bout par petit bout, ce qui fait qu'en fait, l'utilisateur, en fait, au niveau de l'aperçu, ça sera beaucoup plus rapide. Il vous fournit aussi un module pour des animations. Je n'ai pas trop testé, mais l'idée c'est que vous pouvez créer vos animations pour vos composants au niveau de la directive component qu'on a vu, où il y a les sélecteurs, les templates et tout. Voilà. Donc ça c'est intéressant quand vous avez par exemple des listes ou des choses de type là, et vous arrivez sur la page, vous voulez que ça s'affiche un par un au fur et à mesure, vous pouvez faire ça en fait avec les animations. Et c'est pas méga compliqué. Et il gère aussi les services forecast. Voilà. Ça je l'ai mis parce que je sais qu'il le fait, mais j'ai jamais testé. Voilà. Alors maintenant, là je vous ai présenté vraiment très rapidement Angular. Juste dans la vie ce que ça donne. Ce qui se passe c'est que là du coup vous retrouvez tout le monde voit encore. Ouais. C'est bon? Ok. Hop là, donc si je reprends depuis le début. Ah ouais, non, je vais zoomer là aussi, parce que vous n'allez pas voir, personne ne peut pas lire. Si, c'est très petit. C'est pas petit, ouais. Je vais détailler un peu. En gros, alors, tagadac, je suis perdu. Voilà. Donc là, j'ai mon index HTML. Donc c'est vraiment le fichier de base en fait que tout le monde va penser. Dedans, j'ai mis dans mon body le AppRoot qui correspond du coup au composant que je vais afficher au début. Donc c'était le myComponent de tout à l'heure. Si je vais voir, j'ai juste à côté un fichier main.typescript dans lequel, donc là il y a plein de code autour parce que j'ai utilisé un starter en fait. Angular vous fournit un outil en ligne de commande qui vous permet de setup un petit projet en fait. Mais en gros le truc intéressant pour tout c'est que ici j'ai la ligne en fait qui me permet de brancher en fait mon composant sur le tag point d'entrée en gros le AppRoot et lui dire ton point d'entrée c'est ce module, app module, qui est situé dans app.module, et j'ai pas mis le contexte du coup là. Et si je veux voir celui-là, hop, voilà, donc là j'ai mon module qui correspond à mon application, donc j'ai plusieurs exemples dans lesquels c'est pour ça que c'est beaucoup plus verbeux que ce que je vous disais. Ce qui se passe, c'est que hop, j'ai déclaré tous les composants que j'utilisais dans ce module-là, donc le composant de mon app, c'est celui qui est affiché tout à l'heure, le home, le notephone. J'importe en fait des modules propres Angular. Browser module, c'est celui qui va vous permettre d'accéder à des directives telles que GIF ou des choses de ce type-là, GFOR, qui vous permet de boucler, je vous les ai présentés, on peut faire ça aussi. HTTP client module, pour que je puisse être capable de faire des requêtes. Pareil, si je ne le mets pas dans l'import, en fait, je vais pas être capable Angular ne va pas être capable de l'injecter. Et tous les modules custom que du coup j'ai utilisé moi. Voilà. Et le routing de mon application. En gros, ça c'est vraiment l'app basique. C'est comme ça que ça se passe. Avec Bootstrap, en gros, le corps d'entrée de mon composant, c'est celui-là, de mon module. Pardon. Ce qui se passe, je vous avais parlé de routing. Le routing, en fait, hop, vous pouvez le faire de cette manière-là. Je déclare mes routes, c'est-à-dire que là, mon point d'entrée, j'utilise mon home component. Et peu importe la route qui suit derrière, c'est un composant notephone. En gros, je gère les 404 dans le sens où je n'ai rien matché avant. Et tout ça, au final, ça reste juste un module, une classe que j'ai déclarée avec un module, dans lequel j'ai dit le routeur module, je déclare avec en fait les routes que j'ai définies juste ici, et t'exportes ça pour que le composant parent en fait y ait accès. Voilà. Et à partir de là, en fait, si je vais dans mon home component, ici, voilà, j'ai bien mon template au final, qui est en HTML, et mon composant
.ts en fait qui fait le lien avec le template. Et juste à partir de là, en fait, je suis capable de ficher des trucs. Voilà. En gros, juste pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Tout ce que je vous ai montré, ce projet-là, au final, ça donne un truc de ce type-là. Voilà. Donc, pour le coup, là, j'ai bien le homepage qui s'affiche avec mon composant home. Le petit truc dessus, je ne vous l'ai pas montré, mais en gros, j'ai juste tout englobé pour avoir une petite navigation. Et avec le routeur, en fait, je suis capable de dire, la démo 1, ça correspond à ce composant démo 1. Celui-là, ça correspond à un composant démo 2, etc. etc. Ça va ou pas? Pour le composant notre 1. Comment? Pour le composant notre 1. Alors, pardon, je vois pas. Pour le composant. Ah, pardon. Pour le composant notre 1, il faut créer quelque chose. Pour ce jeu-là? Pour le robotique, d'abord, comment il arrive Pour le cas de fond, pour le cas on a notre fond. C'est-à-dire les signes, comment on fait en bilan pour. En fait, bah là, par exemple, hop, je fais une route qui n'existe pas. Hop, voilà, j'ai mon composant de 404. En gros, comment c'est géré? Donc, j'ai mon module principal. Donc lui, il va charger tous les modules et chaque module peut déclarer des routes en fait. C'est pour ça que dans le app module, au final, vous envoyez la homepage qui correspond vraiment au point d'entrée. Et du coup, je vais un exemple. Normalement, c'est géré automatiquement. Tu peux juste changer la page il y a 404. Ouais. Le contenu de passe sur 404. D'accord. Ok. Ça fait longtemps que j'ai testé, donc ça marche. Moi, je gérerai comme ça en fait. Ok. Voilà. En gros, l'idée c'est géré automatiquement maintenant, du coup. Je sais pas. Mais sinon, c'est qu'il va checker toutes les routes qui existent. Et s'il n'en trouve pas une, du coup, il faut l'axe sur celle qui accepte tout, qui correspond du coup à la 404. Et là, c'est juste toi qui dis, tu pourras mettre un message, ceci est une 404. Techniquement, c'est pas une page d'erreur. C'est juste qu'il n'y a rien qui est matché avant. En fait. On appelle le 404 soft. D'accord, c'est 404. Ça marche. Et du coup, c'est un composant que tu associes à Angular ou... Bon, c'est pas un Angular, c'est une directive Google à envoyer un moteur de recherche. Parce que si tu as un 404 qui existe, rien n'existe pas, donc tu seras pénalisé par les moteurs de recherche. Ah oui, mais d'accord. si tu as 404 soft avec comme ça au moins l'utilisateur voit quelque chose. D'accord. Tu ne seras pas pénalisé par les moteurs de recherche. Ça marche. Hop. J'arrête. Donc pareil, tout ça, c'est accessible sur GitLab, c'est un truc public. Je mettrai les liens quelque part, je sais pas où. Sur Twitter. Comme ça, si vous voulez regarder le code source, c'est du G-code. Hop là. Donc je reprends. Donc pourquoi Angular pour moi c'est bien? Après voilà, c'est mon avis. Voilà, je vous le donne, à vous de faire votre propre choix derrière. L'idée, c'est qu'avec Angular, de base, en fait, quand même, il y a tout qui est fourni. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas besoin de librairie externe pour continuer. Si vous en avez besoin, c'est que vous avez un besoin particulier. Notamment, je pense que vous avez vu HTTP, les animations, voilà. Tout ça, c'est fourni. La documentation est bien dans le sens où, quand on commence et qu'on ne connaît pas le framework, il y a toute une partie tutoriel, en fait, qui est plutôt pas mal foutue, qui vous permet vraiment de rentrer pas à pas, en fait, dans le framework et de bien commencer. Ça, j'avais trouvé ça cool. Et pareil, donc, vous pouvez trouver des infos aussi. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tout est fourni? Tout est fourni, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas pas chercher Angular Library ForMaking HTTP request sur Google. De base, en fait, quand tu installes, tu fais un npm install de Angular et ses dépendances, tu as tout ce qu'il faut pour continuer. Après, à toi de les déclarer justement dans les modules pour les utiliser. Mais tu n'es pas obligé d'aller chercher entre telle ou telle librairie pour faire des requêtes, telle ou telle librairie pour faire des animations. Voilà. L'exemple est peut-être pas méga parlant, mais tu verras avec React, pour le coup, que là en React, en fait, il s'occupe vraiment que de la vue. Et si tu veux faire des requêtes HTTP, c'est à toi d'aller chercher une librairie pour les faire. Si tu veux faire des animations, c'est à toi d'aller chercher un truc qui permet de les faire. Parce que React, c'est une librairie, en fait. Ouais, c'est ça. On va en parler après. J'y La syntaxe librarien, c'est du HTML en fait, c'est juste qu'il y a des trucs en plus. Voilà.
encore par rapport à un React que je vais vous parler. C'est juste que, enfin, vous mettez vous copiez-coller du HTML dans du Angular, ça va marcher. C'est à vous de rajouter après les parenthèses pour gérer vos éléments, vos crochets pour gérer vos attributs dynamiques, etc., etc. Avec le TypeScript, mine de rien, Angular c'est sympa en fait quand on vient du monde back-end et qu'on a fait du Java ou toutes les choses un peu typées. En gros, vous n'êtes pas perdu avec le TypeScript en fait. Vous voulez mettre des types, vous pouvez, tout est structuré, il y a vos modules sont structurés aussi. On vous encourage d'ailleurs à bien gérer vos modules avec vos composants à l'intérieur, le routing externe au niveau du module, etc., etc. Angular vraiment conseille ça. Oui, Angular aide aux développeurs de back-end à travailler sur le front. Ouais, c'est ça. Parce que généralement, les développeurs, donc, ils ne veulent pas travailler sur le front. Mais avec Angular, ça devient un peu simple. Bah, c'est ça, en fait, le TypeScript, du coup, ça ressemble vraiment à du Java, du coup. Enfin, ils sont vraiment plus en terrain connu, en fait. Plutôt à du React. Là, vraiment, la syntaxe est déroutante de base, en fait. Voilà. Je vous montre. La courbe d'apprentissage est quand même correcte, en fait. On peut rapidement, en fait, commencer à faire ses premières pages. Par contre, après, ça devient plus compliqué quand on veut vraiment rentrer dans le détail. C'est un semi-pro, semi-pro. Ah, donc, pourquoi contre Angular? Alors, ça c'est personnellement, mais je trouve vraiment lourd en fait. Quand on fait du front, on emmène une usine à gaz avec nous, parce que tout est fourni. Voilà. Et le TypeScript, donc qui pour le coup, alors maintenant je pense que ça va un peu mieux. Au début, TypeScript en fait a évolué en même temps qu'Angular, ils étaient tous deux étaient vraiment très jeunes. Et TypeScript, il marche sur ce qu'on appelle les définitions de type. Sauf que toutes les librairies en fait utilisées n'avaient pas forcément ces définitions à jour. Et du coup, à un moment, quand vous utilisez un composant custom d'une librairie qui n'a pas mis à jour en fait ces types, TypeScript peut péter. Voilà. Donc quand on vient du bac, c'est pratique. Oui. L'eau, je reviens sur l'eau. Ouais. C'est au niveau exécution. Alors, au niveau exécution sur des petites apps, ça va pas trop se voir. Sur des grosses apps, en fait, si c'est mal structuré ou pas bien avancé, ouais, ça peut mettre. La première page peut mettre beaucoup de temps à charger. Voilà. J'ai cru que c'est bien structuré. Je cherche tout. Ah, c'est ça, il cherche le temps entier. Voilà. Mais lorsqu'on fait, on passe en prod, le principe, il va prendre que les librairies qui. Ouais. Alors en fait ça, alors oui et non. Dans le sens où, alors ça dépend de la version. Je suis d'accord. Avant il le faisait pas, maintenant il le fait. Et le truc en fait ça va dépendre de comment tu as déclaré tes infras aussi. Si t'es trop, c'est comme si tu fais, tout le monde a fait du Java. Ouais. C'est en gros si je vous fais un import java.txt pour étoile, voilà. En gros il va pas faire la différence en gros sur ce qui est utilisé et ce qui est chargé. C'est vraiment au niveau de l'import, il faut vraiment lui dire, tu prends ce module là, de ce package là. Et là, il pourra faire l'optimisation, parce qu'ici, il fait que ce soit utilisé. Alors après, peut-être qu'avec les dernières versions, il y a de l'amélioration là-dessus. Je sais pas trop, mais... Oui, mais c'est moins lourd, c'est vrai. Mais à la fin, c'est la puissance de la machine. Voilà, là, c'est ça. Le navigateur, ce qui est optimisé pour le TypeScript, ou bien Angular, ou bien non. Parfois, tu auras une application sur Google Chrome, tu auras une meilleure performance que sur Safari ou bien sur Internet. On va parler par rapport après le build ou avant le build. Après le build, en production. Ah oui, mais c'est un bon point d'ailleurs. Parce que si tu fais un vrai build prod, donc tu n'auras pas de problème. Alors ça dépend. Nous, on utilise Gitster dans nos projets, c'est vraiment starter en fait backfront, dans lequel il y a du Java et du Angular. Et dans l'Angular, en fait, ils incluent déjà pas mal de librairies, notamment en fait Moment.js, qui vous permet de gérer des dates. Et le problème avec cette librairie-là, en fait, c'est qu'au niveau du build, par défaut, il va changer toutes les langues qu'il faut. Genre, je sais pas, français, allemand, arabe, tout ce que vous voulez. Il va mettre ça tout ça dans le bundle, en fait, qui va générer le .js. Sauf que, en fait, ça se trouve dans votre app, l'application, elle est qu'en anglais. Donc, t'as pas besoin, tu vois, de tout le reste. Et ça, tout ça, même au build, en fait, il va quand même te charger, ce qui fait que tu vas te taper, en fait, un fichier Blender avec toute la librairie, alors qu'au final, tu utilises 1% de cette librairie. C'est ça, en fait. Le côté lourd, en fait, pour moi, c'est le côté lourd, c'est le côté taille. C'est pas le côté changement d'exécution. Non, c'est ça, c'est vraiment côté taille. Au final, ça influe sur le chargement. Plus la taille de tes fichiers. Le temps de chargement, il est lourd. Ouais, mais c'est aussi correct. Mais le temps de calcul,
C'est beaucoup plus rapide que si on travaille. Ah oui, une fois que c'est chargé, je suis d'accord. C'est chargé, c'est bon. C'est ça, ouais. Il va avoir un taux de chargement de ce nombre de. C'est le premier chargement, en fait. Lorsque j'essaie le premier chargement, c'est ça. Ça, c'est lorsque je déplace même d'une page à une autre. C'est très rapide. Parce que lui, il appelle juste un petit composant. C'est ça, mais c'est tellement en fait. Surtout avec les dernières versions, c'est trop rapide. C'est plus que. Je travaille avec l'Angular 4. Pour le moment, l'Angular 7, c'est 5 fois plus rapide. Ah ouais, ça fait des gros petits peu. Ouais, je suis d'accord. Même dans le temps de chargement. Après, un autre truc que j'aime pas, c'est que. Alors, je vais continuer parce que c'est trop, je vais parler. Voilà, alors ça c'était vraiment au début, enfin même je suis à Angular 4 et un peu maintenant aussi. Par rapport à d'autres librairies ou frameworks justement, admettons que vous voulez utiliser un composant un peu spécial, un multi-select ou un slider avec deux, vous pouvez définir des ranges. Ça de base en fait, c'est soit vous le faire, et dans ce cas-là, bon courage, soit il y a la librairie qui existe, mais le problème avec Angular c'est qu'en fait les librairies qui existent, elles sont pas très bien documentées ou pas à jour. Ou alors, elles correspondent pas, il va manquer le petit truc en fait qui fait que c'est ça que vous voulez utiliser. Alors ça, c'est surtout. Ouais, JPrime peut-être. Ouais, maintenant il y a JPrime qui est pas mal. Il y a Bootstrap aussi basé sur Bootstrap, il y a des bons composants, je trouve vraiment qualité. Mais pour vraiment des trucs bien particuliers, c'est assez compliqué de trouver. Voilà. Un autre gros problème aussi, c'est toutes les mises à jour. De la V2 à la V4, blocking change, de la V4 à la V5, blocking change. En fait, si vous avez développé une application avec une version d'Angular, de certaines versions spécifiques, si vous voulez profiter en fait des dernières mises à jour, je ne sais pas, de lazy loading des composants, ces choses aussi là, ça, voilà, on va développer. C'est compliqué. Et ça c'est pas cool, parce que pour maintenir justement le projet à jour, là, pour le coup, la tâche elle est pas vraiment facile. Il ne faut pas faire. Avec ça, tu peux. Le système d'injection de dépenses que je vous ai présenté juste avant, que je trouve vraiment pas pratique à l'usage, on ne sait jamais si c'est dans les déclarations, dans les services qu'il faut les mettre, qu'est-ce qu'il faut exporter, les composants, les services. Ça devient vite le bazar si c'est mal organisé en fait. Parce que le système d'injection de dépendance, en fait, c'est vos modules. Et alors ça c'est plus ce type personnel aussi, parce que côté front, en fait, on travaille souvent avec le CSS aussi. Et vous utilisez des sélecteurs, par exemple, je sais pas, tous les éléments en dessous de ma div, je vais les utiliser avec un background rouge, des choses comme ça. Et en fait, ça pose des problèmes Angular avec ces sélecteurs-là, en fait, dans les first child, major child, etc. Dans le sens où, en fait, Angular, je vais remonter, il faut qu'on comprenne mieux, tac, si je reprends le code, j'ai mon composant avec mon template, que je vais aller chercher. Admettons, je prends celui-là. Alors, mauvais exemple. Ah ben voilà. Admettons, je sais pas, je vais cibler. J'ai 2 secondes. Enfin, j'ai pas de bon exemple en fait, pas le coup. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que Angular, vous créez votre composant avec votre template, vous lui associez un sélecteur, et le problème c'est que dans le code généré, en fait, je sais comment vous le ferez. Voilà. Dans le code généré, vous n'avez pas le template que vous avez associé. Enfin, vous l'avez, mais il y a un composant en fait qui est votre web component pour le coup, qui est juste au-dessus. Et ça, en fait, ça fait péter le sélecteur CSS. Pour mieux comprendre. Ça c'est gros. Ouais, MG. Voilà. Là j'ai mon home. Pour le coup, dans mon template, j'ai vraiment que le H1, si vous vous rappelez tout à l'heure. Et lui, il m'associe en fait le MG component. Il a laissé aussi le router outlet. Voilà. Tout ça, ça vient polluer en fait votre HTML autour. Voilà. Donc ça, au niveau des styles, c'est pas forcément pratique si vous utilisez une librairie. C'est pas pratique aussi au niveau si vous faites un composant correspond à un TR ou un TD un peu particulier et que vous voulez boucler dessus. Parce qu'en fait, vous allez péter votre tableau. Parce que dans un tableau, c'est table, mon TR pour une ligne et mon TD pour une cellule. Et si je boucle en fait sur les TD, il va intégrer entre le TD et la TR en fait le web component. Et là, pour le coup, en fait, votre tableau, il a plus de tronche. En fait,
à la fin. Voilà. Et pour ça, c'est possible de contourner, mais c'est galère. C'est le problème qu'on a eu tout à l'heure. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, des choses qui n'étaient pas claires? Est-ce que vous avez envie de faire du Angular? Qui fait du Angular là? Plus. Je ne dis pas que c'est pourri, mais moi je préfère React. On va pas se spoiler la fin de la conférence. J'utilise Bon, après, c'est lui qui vend la section. Il y a une nouvelle version par contre. J'utilise un peu ça me descend pour moi. Ah, bon, t'as raison. Voilà. Donc ça c'était vraiment par rapport à Angular. Donc là je vais vous présenter React. Je vous avais précisé qu'avant Angular c'était vraiment un framework. Du coup ils fournissaient tout. Là React en fait, donc là c'est eux comment ils se définissent, c'est une librairie pour construire des interfaces utilisateurs. Et là le côté très important je pense c'est une librairie. C'est vrai que par librairie. C'était toi, voilà. Donc là t'as raison. Et pour le coup la librairie en fait le but. Ah, j'ai pas mis une définition. C'est que son but, c'est pas de vous fournir plein d'outils pour vous construire votre app. C'est qu'elle a une tâche à faire. Donc là, pour le coup, construire des interfaces utilisateurs, et elle va le faire très bien, en fait. Par contre, si vous voulez faire des requêtes HTTP, utiliser des animations, à vous de trouver autre chose. Voilà. Et le gros avantage, en fait, d'une librairie, plutôt, c'est qu'en fait, c'est la librairie, elle va s'adapter à votre code, ça vous d'adapter. Plutôt à un framework où, là, pour le coup, c'est vous adaptez au framework, pour que ça corresponde à votre code. Donc alors, la création d'un composant en React, en fait, c'est beaucoup plus simplifié. Présente juste l'écrire React, cache ça, et puis tu l'as fait. Ah, je l'ai pas. Non, t'as pas l'équivalence dans Angular. Ah, bien vu, ouais. Ah, je l'ai pas. Bon, normalement, j'ai une slide pour React. Ah, si, je sais. Désolé. Donc, React. Donc, React, ça a été créé par Facebook. Et le but en fait c'est que ça répond déjà de base en fait à un problème interne qu'ils avaient eux chez Facebook de performance. Voilà. Donc là ça c'est important parce que ils l'ont rendu public, mais public dans le sens où déjà c'était un projet assez stable en fait parce que c'était déjà utilisé par eux, donc c'est déjà bien testé. Et c'est à l'heure actuelle 125 000 étoiles sur GitHub à l'époque. Non, j'ai une mise en bien joué. À l'époque c'était à 80 000 et quelques, c'était il y a un an. Je sais pas. Ouais, c'est bien évolué. Et j'ai regardé du coup par rapport à la dernière fois que je l'avais donné la conf, il y avait un écart de 50 000 étoiles à peu près, et là maintenant l'écart est de 80 000. Donc en gros, il y a de plus en plus de gens qui utilisent React par rapport à des gens qui utilisent Angular. À titre indicatif. Donc voilà, donc du coup, React. Donc comment je prends un composant React? Au final, ça va juste être un fichier JS, un peu particulier, mais un fichier JS. Qui contient du code JS, pas du TypeScript. Donc en gros, là, vous oubliez les petits points avec du type et tout. C'est pour ça que je disais que Angular c'était plus pour les développeurs back, dans le sens où ils ne sont pas perdus. Là, c'est vraiment du JS pur. Dans lequel, pour le coup, là, j'ai aussi créé une classe donc, qui s'appelle MyComponent, qui correspondra au nom du composant à utiliser, qui extend React.component pour lui associer le comportement en fait, du composant de React, dans lequel j'ai forcément en fait une méthode render qui va me permettre d'afficher mon code. Quelqu'un a des questions? Ouais. C'est assez indéniable pour commencer. Ouais. Attends, faut que je fasse un peu de pub pour nous avant de partir. Juste une petite question. Ouais, vas-y. Donc, quel est votre stack React? Le stack React et comment vous gérez la mise à jour des librairies dans cette stack? Alors, la mise à jour des librairies, pour le coup, j'ai pas eu trop à le faire. Je le fais quand j'ai besoin d'un truc qui est sorti il y a longtemps. Et donc, en général, c'est juste un npm update. Et ça se passe plutôt bien. Ça dépend vraiment des librairies. Pour React, en général, il n'y a pas de souci. Pour les formulaires, j'aime bien utiliser Formzy. J'ai un collègue du coup, qui utilise Formic. Alors, à l'inverse, du coup, il utilise Formzy, j'utilise Formic. Enfin, bref, c'est deux librairies pour le coup qui gèrent les formulaires. C'est vachement plus pratique. Au niveau de la gestion de tout ce qui est state, pour centraliser les infos, c'est du Mobix. J'aime bien. On l'a pas encore méga utilisé, mais je pense qu'on va essayer de prendre vers ça.
Pour du CSS, en fait, juste SCSS, c'est pas processeur. Ouais, ça fait largement le taf. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, genre tout ce qui est CSS in JS. Vous pouvez créer des composantes déjà stylisées, en fait. Voilà. Donc ça, c'est, enfin, ça marche aussi, ouais. J'en connais pas. Il y a Typed Component, qui est pas mal connu. J'ai pas trop utilisé, donc je peux pas trop en parler. Et Axios pour tout ce qui est requête HTTP. Voilà. Je sais, oui, GraphQL, on utilise pas mal Apollo. D'accord. Voilà, et pour la gestion des données offline, comment vous gérez alors. Pour les données offline, pour le coup, pour l'instant, on n'a pas eu trop de problèmes, donc en fait, juste utiliser l'API local storage, storage et tout, ça fait le taf, en fait. Voilà. C'est sérialisation dans le PC. Ouais, voilà. C'est ça. Merci. Voilà. Il y avait une autre question pour le choix entre les React et l'Angular. Parce que les tailles du projet, s'il y a un projet qui a plusieurs interfaces et un projet, juste un simple projet, est-ce qu'il y a un meilleur choix qu'Angular et les React? Tu vas répondre en partie, je vais répondre aussi en partie. Question-là, c'est une question. En gros, pour moi, ça dépend du type de projet. Pour moi, Angular, en gros, faut tu me dire si je réponds vraiment à ta question. Mais Angular, tu l'utilises en fait plus dans des boîtes où tu vas lancer un produit qui va durer sur de longues années, où tu as vraiment des grosses équipes dessus. Pour le coup, tu vas vraiment poser une structure avec le TypeScript qui va permettre de définir déjà toute tes types et tout, ta structure. Par rapport à Angular, je vais y arriver. Au React, tu gardes beaucoup de souplesse, mais si tout le monde bosse dessus en même temps, si tu as une grosse équipe qui tape dessus, ça peut vite devenir un bordel. Et du coup, je suis pas tout à fait d'accord avec sa réponse, mais c'est une question de point de vue, c'est une question que justement, si je suis effectivement, là, lui il parle en tant que développeur front qui maîtrise bien, moi je peux parler plutôt en tant que CTO qui doit gérer une équipe. Angular, effectivement, sur un gros projet avec une grosse équipe, effectivement, ça va structurer, ça dépend du background des développeurs qui vont travailler dessus. Ouais. Si effectivement, tu as beaucoup de développeurs Java qui n'ont jamais fait de front et qui viennent là-dessus et qui sont réticents, effectivement, ils vont avoir une appétence avec Angular et ils vont avoir tendance à aimer ça. Par contre, dans l'intérêt de l'application, c'est pas forcément le meilleur choix. Et à côté de ça, si tu as des très bons développeurs front, du coup, eux, ils vont se sentir bridés en fait par Angular. En gros, ils vont passer leur temps à gueuler, dire qu'Angular c'est de la merde et que ça fait chier. C'est ce qui se passe actuellement chez nous. Donc voilà, c'est le choix d'une techno, mais ça c'est valable sur tous les projets. Il faut à la fois prendre en compte le projet, les performances, le besoin de performance, etc. Mais il y a aussi le contexte des équipes de développement, des deadlines, etc. Et j'aurais tendance quand même à dire que même si moi j'en fais pas, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux choisir React actuellement parce que pour moi Angular ils ont fait de la merde en changeant de version et le fait qu'ils supportent pas les grosses upgrades déjà ça c'est sur le long terme du coup c'est pas un bon choix. Et côté scalabilité de projet, c'est on change d'équipe, c'est-à-dire puisque ça donne beaucoup de liberté, React, pour moi, ça risque si toute l'équipe change. Et j'ai besoin de reprendre un projet. Donc, avec Angular, c'est plus facile. Donc, ce sont des classiques. J'ai pas utilisé React avant, mais d'après ce que vous dites, avec une nouvelle équipe, pour maintenir ou ajouter des modules, ça dépend de la nouvelle équipe. Si la nouvelle équipe elle a déjà fait du React, ça dépend du background des développeurs qui vont arriver en fait. Mais je parle de la structure du projet avec plusieurs fonctionnalités, ajouter un nouveau module pour maintenir un ancien module à changer. Là, pour le coup, c'est aussi comment tu as construit ton node derrière. Avec Angular, tu peux aussi faire pose un peu une structure, mais tu peux très bien faire de la merde avec, comme tu peux en faire aussi avec React. Tu vois. Donc, si de base, en fait, tu as ton équipe, ta première équipe qui a construit ton projet avec Angular, donc, ils l'ont fait de manière à ce que ce soit pas forcément répondable. Là, de base, ceux qui vont récupérer derrière, ils vont galérer. C'est aussi valable avec du React. Le truc le plus important, en fait, pour ton cas, où tu as une nouvelle équipe qui va arriver, tu vas voir que c'est pas la techno, c'est la doc, en fait. Ouais, c'est ça. S'il y a de la doc, en fait, et ça, la doc, que ce soit du React ou du Angular, les développeurs, ils n'en ont rien à foutre, en fait. Mais c'est ça le plus important, en fait. Vous avez parlé tout à l'heure de Gxper. Ouais.
qu'est-ce qui rapporte déjà en fait? Quel est le point fort de Jupyter? Alors, enfin, là, Jupyter, j'en ai parlé vraiment à part, mais le point fort que ça, en fait, c'est que tu as un back et un front déjà généré. Tu construis en fait avec déjà un modèle de données. En gros, par exemple, tu as une application qui va gérer un blog. Tu peux dire, dans ma base, je vais avoir, je sais pas, un post associé à un utilisateur, des choses de ce type-là. Tu construis toutes tes relations. Et tu peux générer en fait ton projet Jupyter avec ces relations. Tu vois. Et lui, en fait, derrière, il va te construire toute la base de données. Il va te construire toutes les classes Java qui correspondent en fait à un post, à un utilisateur, toutes les méthodes pour mettre à jour un utilisateur qui vont taper dans la base, pour mettre à jour un post ou supprimer, etc. Un générateur. C'est un starter de projet en fait, comme React App, mais qui lui va générer une app que front. Là, il va générer une app front et back en fait. Voilà. Et tu as déjà toute une interface d'administration en fait disponible. Voilà. La connexion, l'inscription, toutes les pages en fait chiantes à faire, tu les as avec tout de base. C'est un gros rôle là-dedans. Il y a d'autres questions? Non. Juste 5 minutes pour faire un tout petit peu de pub, parce que tu as oublié de dire, parce qu'à la base, on est venu, c'est une partie admin, donc c'est-à-dire qu'il est viré en fait. Donc du coup, on cherche c'est pas vrai, il est pas viré, mais on est venu pour travailler avec lui. Et ce qu'on a proposé, le meet-up, alors c'est des choses qu'on fait déjà chez nous, c'est intéressant. Mais c'était pas désintéressé. On cherche à recruter un développeur parce que Rémi ne va pas rester avec nous éternellement. Donc on cherche à recruter un développeur qui travaillera avec nous en remote dans notre équipe. Développeur ou développeuse, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas si ça vous intéresse. J'ai des cartes de visite et là je pense qu'après on peut aller prendre un café là-haut, je crois. On va profiter du soleil, on vient de Rouen, donc même si pour vous c'est pas très beau, pour nous c'est super beau là. Donc n'hésitez pas si vous voulez discuter. Et nous voilà, on cherche quelqu'un. On est là jusque mardi matin, je crois. Ouais. Donc on peut discuter à Cozy sans souci et voilà. Et puis de toute façon Amine lui sera encore là. Donc si vous voulez discuter avec lui aussi, voir comment ça se passe, travailler avec nous, n'hésitez pas. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on aille prendre un café là-haut pour ceux qui veulent. Puis on peut continuer la discussion. N'hésitez pas à poser plus de questions. Pas de problème. Et alors, une petite parenthèse, n'hésitez pas. Moi, je suis pas là tout le temps, je bois des cafés, mais s'il y a des gens qui sont intéressés pour organiser des conférences, comme on l'a fait, là, plutôt régulièrement, en fait, parce que si vous voulez ce genre d'événement, en fait, ça peut venir. Il faut que ce soit des gens en local qui les organisent, en fait. Donc moi, à chaque fois que je vais venir, je vais essayer de proposer pourquoi pas un sujet ou de venir avec quelqu'un pour faire une conf. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés pour en organiser, en gros, il faut un speaker, une communication pour dire qu'il y a un événement, et après, voilà. Merci de votre attention. La partie où je dis que ça dirait.